Bonjour, je vous propose aujourd'hui un Saint-Estèphe, un cru classé, le château Lafont-Rochet. Nous sommes donc à Bordeaux, en Médoc, même en Haut-Médoc, et à Saint-Estèphe est la commune la plus au nord. Au-delà, les vins n'ont droit qu'à appellation au Médoc, et quelques kilomètres après, on bascule dans la zone du Médoc simple. Ce cru classé, quatrième cru classé en 1855, se vend finalement pas très cher, dans une quarantaine d'euros en moyenne. On peut donc le comparer à des crus bourgeois les meilleurs comme Félan-Ségur ou au Marbuzet. Et dans les crus classés, eh bien, il y a Cos-Laborie qui a été racheté par son voisin Cos-d'Estournel il y a peu de temps et qui d'ailleurs a des cours un peu inférieurs à Lafont-Rochet. Lafont-Rochet appartenait à la famille Tesseron et depuis 2007 c'était Basile Tesseron qui était aux commandes. C'est la famille qui est aussi propriétaire du célèbre château Pontet-Canet. En 2021, les Tesseron ont décidé de vendre Lafont-Rochet pour des raisons de dissension dans la famille puisque c'était une indivision. La transaction, d'après les informations qui ont filtré, était de l'ordre de 3 millions d'euros l'hectare. Or, Lafont-Rochet fait 40 hectares. Vous voyez déjà à peu près le niveau financier qu'il faut pour pouvoir acheter ce genre de choses. Qui a acheté? Eh bien, c'est Jackie Lorenzetti, qui n'est pas inconnu dans le secteur, puisqu'il possède déjà Château Pédesclos à Pauillac et le cru bourgeois Lilian-la-Douille sur la même commune de Saint-Estèphe. L'équipe technique a du coup un peu changé et c'est Christophe Congé qui est aux commandes, donc le directeur technique depuis 2022. Je vous présente aujourd'hui le millésime 2012 donc, qui est représentatif de la gestion précédente. Que va-t-il se passer à Lafont-Rochet? Eh bien, nous allons voir ça. Y a-t-il une marge de manœuvre pour grimper dans la hiérarchie? Ça, c'est pas évident, hein. Ces terroirs sont bien connus depuis longtemps. Et il est quand même difficile aujourd'hui de grimper vraiment parce que les terroirs sont entre les mains quand même de gens compétents. Il n'y a pas de miracle. Ceci étant, un cru classé dans ces prix-là, eh ben, ça reste quand même intéressant potentiellement en termes de rapport qualité-prix. 2012, c'est un beau millésime, en tout cas moi je l'aime beaucoup, il commence à se faire rare sur le marché forcément. Après donc le 2011 qui était plus léger, 2012 retrouve quand même un statut de très bon millésime sans être un grand quand même. Les vendanges sont très tardives puisqu'elles sont uniquement sur octobre. On retrouvera un peu cette même configuration 2 ans plus tard, en 2014. L'encépagement sur le domaine, eh bien pratiquement on est presque à égalité entre Cabernet Sauvignon et Merlot, ce qui est quand même assez rare dans la région, où en général le Cabernet Sauvignon est extrêmement majoritaire. C'est dû évidemment à la nature des sols, notamment avec des zones relativement argileuses qui permettent au Merlot de s'exprimer au mieux. Mais en 2012, ce millésime n'a pas permis d'avoir des Merlots vraiment top. Et du coup, on se retrouve sur une configuration classique avec 2/3 de Cabernet Sauvignon et seulement 1/3 de Merlot, avec un petit peu de petits verres d'eau, et le Cabernet Franc a été écarté du grand vin. Le second vin s'appelle les Pèlerins. Au point de vue technique, disons, les rendements ont été quand même assez faibles cette année-là, du genre moins de 40 hecto-hectares, ce qui n'est pas grand-chose, certainement dû d'ailleurs à la météo agitée qui ont un peu plombé les merlots. Ce vin 2012, eh ben, évidemment, là maintenant, il doit être à son apogée. Nous allons goûter ça. L'arôme est belle, soutenu, légèrement trouble, elle est intense sur la groseille, le cachou, la rose.
Un vin d'une belle concentration, ça se voit tout de suite. On hésite avec du fruit rouge et un peu de myrtille. Le nez est très élégant, fin, joli nez. Le vin est à son apogée maintenant. Les tanins restent quand même encore un peu fermes, mais on est à Saint-Estèphe et les vins ont toujours une bonne charpente tannique. C'est un vin bien sûr qu'on peut encore conserver quelque temps. Alors je voudrais vous parler un petit peu aussi des énologues bordelais qui ont une certaine tendance, lorsqu'ils gèrent des grands châteaux, à avoir un égout un peu surdimensionné, sans parler du fait qu'à Bordeaux on aime bien les modes. L'énologue conseil était à l'époque Jean-Claude Berrouet, qui est très connu pour avoir vinifié pas mal de millésimes à Pétrus, à Pomerol. Les autres noms, eh bien, il y a bien sûr Hubert de Boire qui s'est mis en retrait depuis qu'il a laissé les rênes de Château-Langédus à sa fille. Il y a aussi Éric Boissonneau, qui est un personnage assez discret et qui donne des interviews toujours très intéressantes. Parlons aussi de Stéphane de Renoncourt, à la fois œnologue et qui est propriétaire. C'est un personnage un petit peu clivant, pour utiliser un mot à la mode. Disons qu'il a tendance un peu à mettre les pieds dans le plat, ce qui n'est pas désagréable dans le milieu feutré des grands châteaux bordelais. Mais des fois j'ai un peu de mal à le suivre. Notamment il a fait une interview à propos du millésime 2013, donc l'année suivante de ce que je vous propose aujourd'hui, qui effectivement aurait dû inciter plus de châteaux prestigieux à déclasser, c'est-à-dire à vendre simplement le vin sous leur deuxième étiquette. En revanche, à l'époque, du moins, il avait une approche du bio qui était quand même un peu sans nuance, c'est-à-dire qu'à propos de différents traitements, il disait que tous ces produits-là, il ne restait pas grand-chose dans la bouteille. Alors ça, au premier degré, en point de vue, disons, quantitatif, c'est vrai. L'ennuyeux, c'est que ça s'appelle confondre toxicité aiguë et toxicité chronique. La toxicité aiguë, bien sûr, c'est la manipulation de ces produits à l'état brut, c'est-à-dire les gens qui les manipulent et qui les répandent. D'ailleurs, parfois on voit des tracteurs, n'est-ce pas, avec les gens sont dans une cabine avec des masques, etc., sans ni long. Quant à la toxicité chronique, précisément, c'est des petites doses répétées. C'est tout le problème de ces produits-là, sans parler de l'impact environnemental. Aujourd'hui, Stéphane de Renoncourt conseille pas mal de propriétés qui sont elles-mêmes en bio ou en conversion. D'ailleurs, la Font-Rochet est pour l'instant en haute valeur environnementale. Je ne sais pas d'ailleurs si le bio est déjà prévu pour les années qui viennent. Donc je pense qu'il a évolué sur l'histoire du bio parce que les Bordelais ont été et sont encore en retard, prétextant notamment du climat océanique. Mais ce qui d'ailleurs n'était pas faux. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques, tous ces arguments deviennent moins, percutants. Voilà, à bientôt.